Bonjour, j'aimerais revenir sur la polémique du final de saison 12 de Doctor Who, avant que la saison 13 ne sorte. Donc je vous expliquerai le concept de cette émission à la fin de cette vidéo pour ceux que ça intéresse, mais pour l'instant concentrons-nous sur le sujet du jour. Sans se mentir, ce final de saison est celui qui a le plus divisé la communauté de Doctor Who, et qu'on ait trouvé ce final horrible au point de détruire la série, ou que l'on ait trouvé qu'il s'agisse de génie pur, on ne peut se cacher qu'en tout cas, le dernier épisode de la saison changera à jamais le visage de la série. Alors, génie absolu et renouveau bienvenu, ou massacre honteux et stupide, c'est ce que nous allons essayer de déterminer dans cette vidéo. Tout d'abord, et même si ça paraît évident, je vais allègrement spoiler la saison 12 de Doctor Who. J'invite donc les retardataires qui voudraient garder la surprise de la plus grosse révélation de la série à ne pas regarder cette vidéo. Maintenant ceci fait, j'aimerais commencer par un petit point sur la saison en tant que telle. Bien que je ne fasse pas partie des gens qui ont été embêtés par le fait que le Docteur soit une femme, bien au contraire, j'attendais ça depuis David Tennant, donc moi j'ai réclamé ça depuis des années, ça m'a beaucoup plu, surtout que je trouve Jodie Whittaker particulièrement douée dans son rôle. Je ne fais pas non plus partie des fans qui détestent le maître, j'avais adoré l'évolution de Missy. Malgré tout ça, cette saison 12 m'a posé beaucoup de problèmes. Et dès l'épisode 1 et 2, le fait de faire revenir le maître m'a déjà posé plusieurs problèmes. Avant tout parce que Missy est morte. À cela vous pourrez me répondre que le maître est mort à de nombreuses fois dans la série, et qu'à de nombreuses reprises nous avons dit qu'il était mort définitivement. Alors certes, mais jusqu'ici, le maître était un seigneur du temps, donc le fait qu'il arrive à se régénérer, même à partir de quelques cellules laissées dans une bague, je veux bien l'admettre. Après tout, Doctor Who a toujours été un peu tiré par les cheveux. Sauf que cette fois-ci, Missy a été abattue par le maître qui affirme qu'elle ne peut pas se régénérer. Il n'y a aucune raison de croire que le maître se serait menti à lui-même, surtout dans les circonstances dans lesquelles il a abattu Missy. À vrai dire, le fait que le maître revienne ne me pose même pas de problème en soi, ça ne m'a jamais posé de problème qu'il revienne dans la série. Cette fois-ci, si ça me pose problème, c'est pour deux points importants. Premièrement, sa résurrection n'est jamais évoquée. Pourtant, d'une part, il a été abattu de façon à ce qu'il ne puisse pas se régénérer, mais d'autre part aussi, son cadavre a explosé. Et autant qu'on sache, un seigneur du temps dont la régénération est interrompue par une explosion ne peut normalement pas se régénérer. Bon, après vous allez me dire, bah oui, mais le docteur, lui, il s'est bel et bien régénéré après. D'accord, pourquoi pas. Mais du coup, je veux au moins qu'on m'explique comment est-ce que Missy est sortie du vaisseau après s'être régénérée. Ou au moins qu'on l'évoque, juste une phrase, un clin d'œil. Une simple évocation. Mon vrai problème avec ce premier point de sa résurrection, c'est que, même si on considère que c'est une version passée du maître, même le docteur ne fait aucune référence au fait que le maître soit de retour, comme si c'était normal, comme s'il n'était jamais mort, comme si Missy n'avait jamais existé. À ce stade, c'est purement et simplement du négationnisme. Si même le docteur ne se rappelle pas que Missy a existé, il faut bien qu'on m'explique à un moment qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, second point, quand bien même sa résurrection aurait été expliquée, il faudrait m'expliquer pourquoi est-ce que toute l'évolution de personnage de Missy a été supprimée. Et c'est pour ça que ce point est beaucoup moins important, parce que comme je l'ai évoqué juste avant, ça pourrait très bien être qu'une version passée du maître, donc avant Missy. Ce qui, du coup, moi, ne m'aurait pas posé de problème pour expliquer l'absence de l'évolution de personnage de Missy. Mais ce qui n'explique pas que le docteur ne soit même pas surpris de la présence du maître. Néanmoins, il faut reconnaître une chose à l'acteur qui joue le maître, il est absolument parfait. Franchement, le personnage serait revenu en de meilleures circonstances, je pense que j'aurais adoré cette version du maître, quand bien même elle nie l'existence de Missy. Voilà, c'est fini pour ces deux premiers épisodes, mais déjà, une saison qui commence comme ça n'annonçait rien de bon. Mais bon, j'étais confiant, parce que j'avais adoré la saison précédente.
L'épisode 3, Orphan 55, a vu pour moi la disparition de la subtilité à laquelle Doctor Who m'avait habitué. En effet, si vous vous rappelez bien, l'épisode se finit sur un message écologiste. En mode, oui, c'est vous qui avez détruit la planète, oui, c'est pas bien, vous avez des usines et des voitures, et du coup c'est à cause de ça que la planète est radioactive et que les humains sont devenus des sortes de démons rocheux. D'accord, docteur. Alors, il y a toujours eu des messages moralisateurs dans Doctor Who, il y a toujours eu de l'écologie aussi, par exemple ce fameux épisode de la saison 8 si je me rappelle bien, avec des arbres qui sauvent la planète. Seulement là, on pouvait pas faire moins subtil, on pouvait pas directement montrer une usine qui détruit le monde avec des déchets radioactifs comme la centrale nucléaire de Springfield. Non, parce que, vous le dites, si la série n'est pas censée être intelligente, moi j'étais pas au courant. Ensuite, l'épisode 4 sur Nikola Tesla, mais pas grand chose à en dire, un méchant oubliable, une intrigue oubliable, même Nikola Tesla est presque oubliable. Au final, ce que j'ai bien aimé, c'est simplement l'ambiance qu'ils ont réussi à donner à la ville et aussi à sa concurrence avec Thomas Edison, mais ça n'est pas un épisode qui restera dans les mémoires, j'ai l'impression. Ensuite, on s'attaque à l'épisode 5, un gros morceau qui nous prépare également comme les 2 premiers épisodes au final de saison. Donc, nous avons à la fois le retour d'Edjudun, un nouveau docteur et le retour de Jack Harkness. Un gros morceau. Généralement, on s'arrête quand on parle de cet épisode au nouveau docteur. Donc, nous avons une version du docteur qui était sur Terre en tant qu'humaine et qui avait oublié qu'elle était le docteur. Physiquement, j'ai pas grand chose à en dire. Alors je ne parle pas du fait que ce soit une femme, qu'elle soit noire et qu'elle soit en léger surpoids, ce que certaines personnes n'ont pas hésité à critiquer, minoritaire, heureusement. Non, je parle de sa tenue. Bon, après ça vient principalement du fait qu'elle était déguisée en humaine, mais disons que c'est pas vraiment le design de docteur qui restera vraiment gravé dans les mémoires. Néanmoins, moi j'aimerais revenir sur la fameuse polémique du TARDIS. Beaucoup de gens ont crié à l'incohérence en voyant que le TARDIS de ce docteur du passé avait déjà la forme actuelle que l'on connaît au TARDIS. En effet, ce docteur, dans la saison, semble être indiqué comme une version précédente à William Hartnell. On reviendra plus tard lors du final de saison sur toutes les implications que ça a. Néanmoins, le problème, c'est que si ce docteur date d'avant William Hartnell, son TARDIS ne peut pas avoir la forme de la cabine bleue, car cette forme n'est pas sur le TARDIS de base que possédait le docteur William Hartnell, c'est lui qui rajoute cette forme, et ensuite le TARDIS reste bloqué dans cette forme. Donc si le TARDIS vient du passé, il ne peut pas déjà avoir cette forme. J'ai vu des gens contre-argumenter en disant qu'il s'agissait peut-être d'un docteur du futur, et qu'il ne fallait pas penser de façon si linéaire. Les personnes qui ont avancé ça ont avancé 2 points. Déjà, nous sommes dans Doctor Who, c'est une série dont le concept de base c'est le voyage dans le temps, et du coup il ne faut pas penser de façon si linéaire. Après tout, pourquoi pas? Et second argument, puisqu'on apprend dans le final de saison que la mémoire du docteur est régulièrement effacée, ça pourrait très bien être une version future qui aurait la mémoire effacée par des Gallifréens. Certes. Sauf que, dans cet épisode, cette version passée ou future du Docteur rencontre une autre Gallifréenne qui la poursuit justement pour pouvoir la récupérer et soit lui effacer les souvenirs, soit la rappeler à l'ordre. Sauf que même cette autre Gallifréenne, qui normalement n'a pas la mémoire effacée, n'a pas entendu parler de la guerre du temps, et n'est pas au courant que Gallifrey est censée être détruite ou disparue au fin fond de l'univers. Donc de toute évidence, soit ils viennent d'un univers parallèle, soit ils viennent bel et bien du passé, et pas du futur. L'épisode 6, Praxeus, est oubliable. Il n'y a rien à en dire. L'épisode 7, alors pour faire court, je résumerai l'épisode ainsi. La déception d'avoir des dieux expédiés en 2 secondes. Non mais sérieusement, on nous représente des entités qui sont quasiment omniscientes et omnipotentes, des entités spirituelles qui dépassent de loin la compréhension même du docteur, qui ont des pouvoirs sur la réalité et la matière qui dépassent l'entendement, et au final, ils ont donné un peu moins de fil à retordre au docteur qu'un simple Dalek solitaire.
Ok, pourquoi pas. Bon ben, épisode suivant alors. L'épisode 8. Alors je dois avouer que l'idée du Cyberman solitaire qui avait été introduite par Jack Harkness quelques épisodes plus tôt est une idée, après tout, pourquoi pas. Alors outre l'incohérence de la peau du visage qui reste en place malgré sa conversion et qui était déjà présente sur le petit ami de Clara, le concept était très cool et laissait entrevoir un dénouement au sommet. En effet, les Cybermen font partie des ennemis les plus charismatiques du Docteur, et parmi aussi les ennemis les plus cruels, les plus froids et les plus effrayants. Alors, un Cyberman solitaire capable de ressentir certaines gammes d'émotions, ça laissait entendre un gros spectacle. Épisode 9. Eh ben, grosse hype. Des flottes spectaculaires, des combats, une importance des Cybermen jamais égalée, un ton dramatique, une guerre comme on rêve d'en voir. Franchement, cet épisode m'a quasiment plu de long en large. J'ai dit quasiment parce qu'à la fin, on va y revenir dans un instant, mais cet épisode quoi. On a toujours présenté les Daleks comme un fléau de l'univers et même de la galaxie, de nombreuses civilisations détruites ou réduites en esclavage par les Daleks, on a vu des statues géantes à leur effigie sur certaines planètes avec le docteur Matt Smith, leur flotte qui parcourt certains secteurs, bref. Les Daleks ont toujours été présentés comme une menace omniprésente. Là où finalement les Cybermen ont toujours été un peu ridicules, ça a toujours été un peu dégueu, et à part les quelques fois où ils s'attaquent à la Terre ou directement au Docteur avec un épisode spécial centré sur eux, quand ils apparaissent de façon assez anecdotique dans un épisode, on voit que personne n'a vraiment peur d'eux à l'échelle de la galaxie ou de l'univers. Alors pour une fois, les voir avec d'immenses flottes spectaculaires, les voir commettre un génocide, détruire des civilisations et inspirer la crainte de millions de personnes, ça a été une grosse surprise pour moi et une surprise très agréable. C'est un ennemi dont je n'attendais pas un tel niveau de puissance et les voir ainsi craints par toute une population, ça m'a vraiment fait un choc que j'attendais. C'est vraiment ce que j'attendais en fait d'une saison de Doctor Who, c'est vraiment ce que j'attendais d'un final de saison de Doctor Who. C'est ce qu'on était en droit d'attendre des Cybermen, et enfin ils ont eu leur Cyberwar, et le résultat est juste magique. Puis vient la fin, que j'ai trouvé un peu plus mollassonne pour ma part. Mais bon, après tout, pourquoi pas, si c'était pour repartir dans le dernier épisode sur une montée violente et dramatique, je voulais bien que la fin de l'épisode se ralentisse un peu. Mais il y a ce fameux portail d'évacuation au bout de l'univers, un portail vers Gallifrey. Sérieusement. Vers Gallifrey. Vous voulez dire le machin qui est dans une bulle, congelé dans un instant précis, qui se trouve même en dehors de l'univers? C'est là-bas que les humains évacuent pour survivre. D'accord. Après tout, pourquoi pas, mais je dois avouer que la fin de l'épisode m'a laissé très perplexe. Puis est arrivé l'épisode 10, le fameux épisode final de la saison, et là ça va plus. Là, ça va plus du tout. Je vais reprendre plusieurs arguments et contre-arguments qui ont été pris pour cet épisode, mais d'abord un petit résumé. Le Docteur arrive sur Gallifrey qui a été rasée, détruite et tous les seigneurs du temps tués au passage. Et surprise, qui se trouve être l'auteur de ce génocide? Le Maître. Le Maître qui retourne une fois de plus sur Gallifrey, et oui, encore, et qui a tout seul, sans armes et sans force, détruit tous les seigneurs du temps sans aucune raison. Pourquoi pas? Enfin si, je trouve ça complètement con, mais allez, admettons. Donc il a réussi à faire ça, ensuite il a ouvert le portail, il a permis aux Cybermen de venir pour leur piquer leur fameux Cyberium et créer des Cybermen hybrides seigneurs du temps pour en faire des Cybermen invincibles qui se régénèrent à l'infini.
Sachant qu'on sait que le pouvoir de régénération permet de se régénérer à partir d'une seule cellule, ils sont littéralement invincibles. Ou alors il faudrait les détruire tellement fort et les pulvériser au point qu'on soit sûr qu'il ne reste pas une seule cellule, une seule particule de... Bref, le maître vient de créer un ennemi qui remplace la totalité des ennemis de la série, et ce de façon définitive parce que le docteur ne pourra littéralement jamais les battre à moins de faire une petite incohérence scénaristique, du moins c'est ce que j'en pense, vous verrez ce que nous réserve la suite. Bref, ça pourrait s'arrêter là. Ça aurait dû s'arrêter là. Mais c'est là que le maître fait une énorme révélation au docteur. Le docteur n'est pas un seigneur du temps. Pire que ça, le docteur serait un enfant tombé d'une autre dimension ou d'une autre réalité à travers un portail qui aurait été trouvé par une des ancêtres des seigneurs du temps. Le docteur serait la seule personne à la base à avoir le pouvoir de régénération, pouvoir qu'elle posséderait à l'infini, et en fait les seigneurs du temps auraient acquis la capacité de se régénérer de façon artificielle en piquant ce pouvoir au docteur et en se le greffant ou en se le transférant via des seringues, pouvoir qu'ils auraient limité à 12 utilisations, va savoir pourquoi et va expliquer pourquoi ils sont pas simplement immortels, afin que le docteur ne révèle pas ce secret, d'ailleurs on ne sait pas trop pourquoi c'est un secret, il lui efface la mémoire régulièrement pour que le docteur soit convaincu d'être un seigneur du temps comme les autres. Bon, moi j'ai de nombreuses questions pour commencer. Pourquoi se limiter à 12 régénérations? Pourquoi effacer la mémoire du docteur? Pourquoi le maître a tué les seigneurs du temps? Pourquoi créer une race de Cybermen immortels? Pourquoi est-ce que les seigneurs du temps ont gardé le docteur plutôt que de l'enfermer? Pourquoi les seigneurs du temps ont gardé toutes ces données en mémoire s'il ne fallait jamais les révéler? Parce que oui, ça aussi c'est une chose qu'on ne dit pas sur ce final de saison, mais si vraiment c'était un secret si lourd et si important, pourquoi en garder des traces dans les archives? Pourquoi garder ça consultable? Je veux dire, suffisait de supprimer les données quand même. Et ensuite, moi j'ai d'autres questions qui portent à la cohérence de l'univers, parce que quand même, il y a plusieurs éléments qu'on sait. Premièrement, à part les humains et les seigneurs du temps, aucune espèce ne ressemble aux humains. À chaque fois qu'on a vu des peuples dans la galaxie avoir l'apparence d'un humain, c'est parce que c'était des terriens qui avaient quitté dans le futur la planète Terre et qui avaient colonisé d'autres galaxies. À part ça, les seigneurs du temps sont les seuls à avoir une apparence humaine. Si le docteur est une troisième espèce, ça veut dire qu'il y a une troisième espèce à apparence humaine qui vient carrément d'une autre dimension, d'une autre réalité. Ça commence à faire beaucoup quand même. Le docteur donc ne serait pas un seigneur du temps et viendrait d'une autre réalité, et ce serait donc un être unique. Vraiment? Pourtant dans la série classique Doctor Who qui est toujours canon, on croise dans un univers parallèle un autre docteur qui est lui-même sur Gallifrey et considéré comme un seigneur du temps. Donc si le docteur vient d'en dehors du multivers, mais qui vient d'une autre réalité, ça veut dire qu'il y a des copies de lui ou des autres membres de son peuple qui sont apparus dans les autres univers parallèles sur les autres Gallifrey, qui ont engendré la même autre race de seigneurs du temps, avec le même secret, les mêmes régénérations, mais qu'est-ce que quoi ? En gros, c'est dire que tous les représentants du peuple du docteur s'appellent le docteur et chacun d'entre eux se trouve sur un Gallifrey à fonder la race des seigneurs du temps contre son gré. C'est un peuple particulier. Ensuite, j'ai une autre remarque. Si la régénération n'est pas une propriété qui vient du voyage dans le temps, mais une propriété artificielle qui est greffée par les seigneurs du temps, comment vous expliquez Riversong? Comment a-t-elle pu naître? Autant qu'on sache jusqu'ici, Riversong est à moitié dame du temps et peut se régénérer parce qu'elle a été conçue dans un vortex temporel. Jusqu'ici, c'était cohérent avec le fait que puisque les seigneurs du temps sont les premiers à avoir maîtrisé le voyage dans le temps, ils avaient le pouvoir de régénération. D'autant plus, les régénérations de Riversong étaient limitées au même nombre que celles des seigneurs du temps. Or, Riversong n'est jamais allée sur Gallifrey, et n'est pas une vraie dame du temps. Alors pourquoi est-ce qu'elle aurait autant de régénération qu'un autre seigneur du temps qui lui aurait eu une greffe artificielle pour limiter ce nombre de régénérations? Tout ceci ne fait aucun sens. Je suis désolé pour les défenseurs du final de saison 12, mais il y a de réelles incohérences dans l'univers. Ensuite, si le docteur a la capacité de se régénérer à volonté, mais qu'on lui efface simplement la mémoire régulièrement,
Pourquoi est-ce que dans l'heure du docteur, Matt Smith est mourant et a besoin que Gallifrey lui envoie des régénérations supplémentaires pour qu'il puisse finalement survivre? Encore une fois, ça ne fait aucun sens. Si le docteur peut se régénérer à l'infini, il n'a jamais été mourant. Enfin, et j'ai déjà fait remarquer que le docteur ressemble quand même beaucoup physiquement au Seigneur du Temps, comment expliquer que le docteur ait les autres propriétés biologiques des Seigneurs du Temps? Les Seigneurs du Temps, par exemple, ont des pouvoirs télépathiques. On sait qu'ils peuvent communiquer par la pensée à distance, pas seulement le docteur et le maître, mais les Seigneurs du Temps en général. Comment cela se fait que le docteur a ces mêmes pouvoirs télépathiques alors que eux n'ont pas été greffés sur les Seigneurs du Temps, mais que les Seigneurs du Temps le possèdent également naturellement? Ce sont quand même deux espèces particulièrement proches pour être des espèces différentes. Finalement, moi ce que je pense de cet épisode, c'est que le maître vient d'un univers parallèle où le maître ne serait pas encore mort et n'aurait pas évolué en Missy, et que tout ceci n'est qu'un tissu de mensonges inventés par le maître pour mettre le doute au docteur. C'est la seule façon cohérente de garder la série dans son ensemble, parce que je suis désolé, mais réellement et concrètement, je me suis amusé à retracer le scénario et les intrigues de toutes les saisons depuis la saison 1 de 2005. Et si on garde cette version-là, si la saison 12 reste canon et que le maître dit la vérité, il me semble qu'il n'y a que la saison 2 et du coup la saison 12 qui sont cohérentes entre elles. Tout le reste ne peut pas rester canon en même temps que la saison 12. Soit la saison 12 n'est pas canon, soit toutes les saisons sauf la saison 2 ne sont pas canon. Je ne vais pas vous expliquer toutes les incohérences, j'ai déjà cité l'inexistence de Riversong qui, par conséquent, annule les saisons 5 à 7 en comptant l'heure du docteur, parce que tout simplement elle ne peut pas exister avec ces nouvelles règles biologiques qui sont introduites dans ce final de saison. Et il y a plein d'autres petites incohérences comme ça, je pourrais en faire toute une série de vidéos tellement ce final de saison est incompatible avec le reste de la série. Bilan de cette saison et de ce final de saison. Bien que les moyens techniques de la série ne font qu'augmenter et que la qualité de la réalisation et de l'exécution ne fait qu'augmenter également, jusqu'à atteindre un niveau artistique qui frôle parfois la qualité cinéma, à mon sens du moins, le scénario ne suit pas. Avec ses nombreux épisodes sur Terre, décors naturels et autres bâtiments modernes nécessitant peu d'aménagement, la série semble s'enfermer dans un minimalisme loin de ce que l'on devrait attendre de Doctor Who. Il n'y a plus dans cette nouvelle ère de la série de délire cosmique, de peuples extraterrestres ou même de voyages spatiaux. Nous sommes sur Terre avec une majorité d'antagonistes déjà bien connus du public et avec peu de nouvelles technologies ou de décors marquants. Cela, couplé aux fondamentaux revisités dans le final de saison, nous expose clairement une chose, nous ne regardons plus la même série. Personnellement, je suis très attaché à la cohérence dans une œuvre, mais je peux comprendre que ça ne soit pas un critère universel. Cela dit, je trouve très risqué de jouer à ce jeu, car en changeant totalement la série, peut-être pour viser un nouveau public, Chris Chibnall prend le pari de perdre son public actuel sans garantie d'en retrouver un nouveau. Personnellement, je ne peux plus suivre cette série, du moins pour le moment. Je ne verrai donc pas ce que nous propose cette nouvelle ère. Mais j'espère pour vous, surtout si vous avez aimé la saison 12, que Chibnall ne se trompe pas. Sur ce, je termine ici ce premier essai. Je vous rassure, les prochains épisodes seront beaucoup plus détaillés avec plein d'exemples visuels, d'arguments, de réponses à des contre-arguments, car oui, je vous explique maintenant le concept de cette série de vidéos que je vais lancer et qui s'appelle 25 FPS. Ce sera une série de vidéos qui sera dédiée à la critique de séries et de films, cinéma ou télé, afin d'apporter un regard neuf sur la critique en général et pas nécessairement sur les films ou les séries en question. Cet essai est un peu particulier et oui, c'est très étrange de commencer par l'exception plutôt que par la règle, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, je tenais à sortir ces arguments avant la sortie de la saison 13. Sur ce, à très bientôt, abonnez-vous, partagez cette vidéo, likez, commentez si vous voulez répondre ou contre-argumenter à cette vidéo, et on se retrouve très bientôt.